Bonsoir Michel Alliot-Marie. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes évidemment ministre de la Défense, garde des Sceaux, ministre des Affaires étrangères, député maire UMP des Pyrénées-Atlantiques et vice-président du Conseil national de l'UMP. Beaucoup de titres pour une personnalité qui revient dans la campagne, précisément. On va en parler. Vous avez senti au lendemain de ce discours de François Hollande, y compris à l'UMP, une manière de commenter plutôt positive. Alors sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce que du coup, vous avez le sentiment qu'il a pris aujourd'hui une sérieuse avance sur Nicolas Sarkozy? Non, la campagne n'est pas commencée, c'est ce que je constate sur le terrain très régulièrement. Ceci dit, il y a des candidats, François Hollande est un candidat, il était peut-être temps effectivement qu'il se mette dans la campagne. Le président de la République est président de la République et non pas candidat, ce qui me paraît logique d'ailleurs compte tenu de la crise actuelle. Les Français attendent davantage du président qu'il s'occupe d'eux et des grands problèmes plutôt que de sa carrière personnelle. Donc ça explique aussi un certain nombre de choses. Maintenant, sur oui, mais François, attendez, justement là-dessus, est-ce que Nicolas Sarkozy ne devrait pas avancer sa date d'entrée dans l'arène? Est-ce que c'est pas aussi peut-être le problème? Il n'y a pas de vrai débat direct. La posture du président l'empêche peut-être d'être audible comme candidat. Est-ce que je peux vous rappeler que nous sommes dans une crise très sérieuse où les problèmes de la Grèce ne sont pas réglés, où nous voyons des menaces qui existent sur l'euro, où la crise financière peut dégénérer en crise économique et en crise sociale. Donc il me semble que ce qu'attendent les Français, il me semble que la responsabilité d'un président, c'est d'assumer totalement ses fonctions et de donc ne pas penser d'entrée anticipée dans la campagne. Ça. Et moi je pense que mais même les Français ne comprendraient pas que le président de la République dise à un moment donné, bon ben écoutez, moi maintenant ce qui se passe, je m'en lave les mains, ce dont je vais me préoccuper, c'est de me faire réélire. Il n'a pas encore dit s'il serait ou non candidat. Moi je souhaite qu'il soit candidat parce que je pense qu'il a démontré, notamment au cours de ces derniers mois, qu'il est le seul. Très nettement, et on le dit d'ailleurs très clairement à l'étranger aussi, il est le seul à avoir la stature, à avoir l'expérience, à avoir l'autorité d'ailleurs aussi face à une crise comme celle-ci. Donc qu'il soit là, c'est normal. Et puis ensuite, il y aura l'entrée en campagne parce que début bien mars, entendu, c'est ça, début mars a priori, écoutez, fin février. Écoutez, c'est au moment où il y aura déclaration de candidature qu'il y aura démarrage de la campagne. Mais pour ma part, je pense qu'il est logique, qu'il est digne d'ailleurs que le président de la République fasse part de son intention à la fin du mois de février ou au début du mois de mars, mais pour l'instant ses priorités sont autres et je pense d'ailleurs que tous ceux qui ont voulu trop tôt s'engager dans la campagne présidentielle et faire passer leurs intérêts propres avant les intérêts de la France en ont dans le passé souvent été sanctionnés. Alors François Hollande, il a fait une grande diatribe contre la finance. Certains aujourd'hui à l'UMP ont dénoncé ça, on dit que c'était un discours des années 70, des années 80. Mais bon, Nicolas Sarkozy l'a dit à Toulon en 2008 et il a dit on a financé le spéculateur plutôt que l'entrepreneur, on a laissé sans aucun contrôle les agences de notation, les fonds spéculatifs. C'est la même chose. Oui, moi, ce que j'ai lu surtout, parce que j'ai juste regardé quelques images de François Hollande, mais j'ai lu son texte. Et c'est très intéressant d'ailleurs de faire la différence entre une allure qui était assez générale, qui était assez tonique et bien rythmée, et un texte qui est quand même relativement creux. Mais surtout, ce que j'ai vu dans le discours, et à la lecture, c'est peut-être encore plus frappant, c'est une sorte de pastiche, en quelque sorte, de l'entrée en campagne de François Mitterrand en 81. C'était assez étonnant d'ailleurs, y compris dans le décor, dans la façon de se présenter, dans les jeux de main. Mais si c'est un pastiche, je voudrais ajouter quand même que n'est pas François Mitterrand qui veut. Hein. Oui, mais peut-être qu'on est dans la même situation, dans l'esprit en tout cas de François Hollande, on est dans la même situation qu'en 81, avec un président sortant qui a des mauvais sondages, etc. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que François Hollande cherche en quelque sorte un modèle, mais il essaie d'imiter jusqu'au geste, parfois jusqu'à la caricature. Et ce qui est intéressant, ce qu'attendent les Français, c'est de voir ce qu'est réellement le candidat. Et là, ce qu'ils ont, c'est plutôt une reproduction d'un ancien candidat qu'ils ont vu, un candidat qui avait certes du talent, mais dans ces cas-là, il vaut mieux l'original, la limitation. Ce sera difficile quand même. Vous revenez donc dans la campagne, je le disais, pour parler de la France silencieuse. C'est l'équivalent à l'UMP des oubliés de Marine
Marine Le Pen ou des sans-voix ou des petits, des obscurs, des sans-grades de François Bayrou, c'est cela? Non, ça veut dire que l'UMP manque d'empathie pour les petits? Non, c'est un problème général de notre société que je dénonce d'ailleurs depuis une quinzaine d'années. Je crois que mon livre sur la grande peur des classes moyennes doit dater des années 95 et depuis, vous savez, je me suis toujours beaucoup intéressée à cette majorité silencieuse parce que nous sommes dans une société où le buzz, et je m'adresse à une journaliste, est finalement ce qui semble compter le plus. Et on finit par oublier les règles démocratiques qui veulent que ce soit la majorité qui décide. Or, aujourd'hui, on a l'impression que la majorité silencieuse est amenée à subir les desiderata de minorités qui sont capables de se faire entendre, qui sont capables de faire du buzz. Mais le buzz, c'est l'écume des choses, il faut regarder le fond des choses. Et effectivement, c'est cet ensemble de Français, des classes moyennes, mais ça va bien au-delà d'ailleurs des classes moyennes. Tout le monde s'en occupe, les classes moyennes, c'est... Voilà, tout le monde veut en parler, tout le monde veut en parler, mais souvent d'ailleurs uniquement pour les récupérer. C'est-à-dire qu'on le dit... Et pas vous, et pas l'UMP. Écoutez, moi, je pense, depuis 15 ans, je plaide à l'UMP pour que l'on prenne en compte les difficultés quotidiennes d'un certain nombre de Français qui sont cette majorité qui a envie de travailler, qui fait des efforts, qui a envie de progresser, qui veut élever ses enfants et qui se heurte à des murs d'administration, à des murs d'incompréhension. Vous savez, c'est aussi bien le cadre qui va à Pôle emploi et à qui on va proposer pour tout et pour tout, alors qu'il a des diplômes, par exemple, de communication, de devenir tourneur-fraiseur. C'est la personne qui reçoit une contravention pour une voiture qu'elle a vendue depuis 5 ans. C'est la dame qui vit dans un studio. Et tout cela, c'est des exaspérations sur lesquelles surfe en particulier Marine Le Pen, qui récupère l'exaspération, mais qui ne propose rien. Eh bien, moi, je suis heureuse et je suis fière que ce soit mon parti qui, le premier, ait décidé de consacrer une convention à cette majorité silencieuse, mais surtout de proposer un certain nombre de choses. Parce que nous avons également proposé par exemple, de faire une formation des fonctionnaires, de sanctionner le silence de l'administration, se heurter au silence. Quand on n'a pas de réponse à une demande et qu'on n'a aucune réponse. Voilà, ça fait partie des choses qui sont inacceptables. Ça fait partie des choses. Si nous voulons effectivement qu'il y ait une unité nationale, il faut que chacun se sente respecté, notamment par les instances de l'État ou par les grandes entreprises qui sont en charge d'un service public. Et c'est ça ce que nous proposons. 2 questions. Oui. L'ancien ministre de la Défense envisage-t-il le retrait d'Afghanistan comme le propose par exemple François Hollande avant la fin 2012 comme une possibilité facile et possible? Le retrait d'Afghanistan, il est prévu depuis longtemps, je dirais. En 2014. Je dirais presque depuis le départ. Oui. Il y a eu plusieurs phases. Mais là la François phase Hollande de dit combat. Fin 2012. Il y a eu la phase de combat et j'étais d'ailleurs sur place à ce moment-là. Il y a eu la phase de reconstruction de la société avec notamment la formation, le développement économique, la formation d'une gendarmerie. C'était une des propositions que j'avais faites qui avait été acceptée et des militaires. Est-ce qu'on peut partir avant la fin 2012 et même Nicolas Sarkozy dit il faut partir plus vite peut-être que prévu. Certainement, le président de la République, depuis déjà plusieurs mois, pense que compte tenu d'un certain nombre d'évolutions dans cette société, et aussi d'ailleurs du souhait du gouvernement afghan de prendre en charge son propre destin, on peut envisager d'accélérer en accord avec nos alliés et avec l'accord aussi Mais attendez, il faut faire attention à une chose, c'est que techniquement, on ne se retire pas comme ça et politiquement, on ne se retire pas comme ça. Politiquement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire nous ne nous intéressons plus à ça, il faut permettre à ce pays d'être consolidé, d'où l'importance de la rencontre qui aura lieu, notamment, je pense, avec le président Karzai à la fin de la semaine. Et deuxièmement, sur un plan technique, on ne part pas du jour au lendemain. Il faut des mois pour pouvoir faire un retrait qui se passe dans des conditions normales. Fin 2012, comme le dit Hollande, c'est possible ou pas, en un mot? Je pense que c'est encore difficile. Ce n'est pas sans doute inenvisageable, à une condition, c'est que les conditions dont je viens de parler, c'est-à-dire les conditions politiques et les conditions techniques, le permettent. Et aujourd'hui, rien ne permet de le dire. Et je pense que c'est un peu de légèreté que de dire « moi, je vais décider de faire les choses comme ça ». C'est beaucoup plus complexe que ça, les relations internationales, et encore plus quand il s'agit de guerre et de paix. Il y a 1 an, vous quittiez le gouvernement pour vos vacances très critiquées en Tunisie. Vous avez vécu une période difficile. Vous revenez aujourd'hui. Quelles leçons vous tirez de cette expérience ?
De cette expérience que quand on a envie de travailler pour son pays, de toute façon, on le fait toujours. Deuxièmement, j'ai pris notamment quelques réflexions en matière de communication. C'est-à-dire quand il y a une polémique qui vous vise, et j'en ai eu un certain nombre dans ma vie auxquelles j'ai toujours résisté, il vaut mieux être sur place pour y répondre. Et c'est vrai que comme ministre des Affaires étrangères, quand vous êtes seulement une journée par semaine à Paris, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe. D'ailleurs, m'attaquer sur des vacances alors même que vous aviez de hauts responsables socialistes qui connaissent la Tunisie encore beaucoup mieux que moi et qui étaient au même moment en train de passer des vacances sans que personne n'en ait jamais parlé. Et il y avait également un certain nombre d'autres politiques. Il fallait venir sur notre plateau, comme je vous l'avais proposé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Michèle Alliot-Marie. Jean-Pierre Levade est en direct avec nous. Merci pour votre patience. Vous êtes membre du comité stratégique de François Bayrou, président de Leonardo. Ancien président du Crédit Lyonnais, vous avez écrit France, État critique avec Pierre-Antoine Delomé. Mon adversaire, c'est la finance, a dit François Hollande. C'est habile ou c'est juste ou c'est démagogique pour vous? C'est malheureusement très démagogique. La réorganisation de la finance est un problème sérieux que François Hollande prend de la plus mauvaise manière, de façon un peu racoleuse. Dire la finance est un adversaire ou je n'aime pas la finance, c'est comme dire je n'aime pas la monnaie ou je n'aime pas le crédit. On ne peut pas s'en passer. Le problème n'est pas de cette nature-là. Le problème, c'est que nous devons changer de modèle économique et aller vers un modèle où la finance pèse moins et qui laisse davantage de place à l'économie réelle. C'est donc un problème d'organisation qui ne passe pas. Jean-Pierre Levade, oui. François Hollande, il propose la séparation immédiate des banques de dépôt et des banques d'affaires. Et vous êtes très favorable à cela auprès de François Bayrou? Oui, sauf qu'elle ne doit pas être immédiate parce qu'elle ne peut pas être immédiate. C'est un sujet très complexe, difficile, qui a besoin de travail d'amont et qui ne se règle pas en 15 jours. Les Américains ont mis des mois et des mois avant d'adopter une législation sur ce sujet qui n'est pas encore en œuvre. Les Anglais ont désigné une commission sous l'égide d'un ancien gouverneur de banque centrale et à nouveau, il leur faudra des années pour mettre en œuvre les conclusions de cette étude. On ne traite pas le sort de centaines de milliers de personnes et de multiples activités comme ça d'un trait de plume. Ça nécessite du travail d'amont, et même si je suis favorable sur le principe, je sais très bien qu'on ne peut rien faire dans ce domaine, dans la précipitation et dans la passion. Vous avez dit, vous êtes donc conseiller de François Bayrou, et vous avez dit que vous avez beaucoup de sympathie personnelle pour François Hollande. Vous avez travaillé avec Pierre Bérégovoy, on s'en souvient. On peut imaginer des rapprochements, par exemple, sur cette question. Est-ce que vous servez de go-between entre les deux équipes? Pas du tout. Absolument pas. Je pense que, compte tenu de l'évolution de la campagne de François Hollande, l'humeur aujourd'hui n'est pas du tout au rapprochement. L'humeur a bien marqué les différences, et en particulier sur le sujet qui nous occupe, il me semble que François Hollande, dans tout son discours, oublie une chose fondamentale. C'est que ce qui rend la finance hypertrophiée, c'est la dette. La matière première de la finance, c'est de la dette. La finance, ça émet de la dette, ça place de la dette, ça fait circuler de la dette, ça escompte de la dette. Et donc, quand la dette des États est excessive, ce qui est le cas aujourd'hui, la finance est nécessairement hypertrophiée. Je n'ai rien entendu dans le discours de François Hollande qui mette en évidence la manière dont il réduira le déséquilibre des finances publiques françaises. Merci beaucoup Jean-Pierre Levade donc pour cet avis éclairé donc sur ce discours de François Hollande et sur les relations entre François Bayrou et François Hollande. L'humeur n'est donc pas au rapprochement ce soir, j'ai bien entendu. Restez avec nous après le journal de Frédéric Delanouvelle. C'est notre face-à-face du lundi soir entre l'écrivain Jean-François Kahn et l'ancien ministre Alain Madelin. On va redécortiquer ce discours de François Hollande. À tout de suite.